Voyager, c'est découvrir de nouvelles cultures, pour lesquelles on n'est parfois pas préparé. Certains touristes japonais souffrent par exemple du syndrome de Paris quand ils découvrent la ville, tant elle est différente de ce qu'ils imaginaient. Les symptômes sont terribles, hallucinations, sentiments de persécution, anxiété, mais aussi manifestations psychosomatiques comme la tachycardie. Charlie, lui, fait le voyage inverse, il part pour le Japon. Le Parisien s'y rend en train, traverse l'Asie d'est en ouest, découvre des pays, rencontre des peuples, s'adapte à des coutumes. Tout au long de son voyage, son immersion dans de nouvelles cultures est exemplaire, jusqu'à son arrivée à Osaka. Vous écoutez Transfert, épisode 241, un témoignage recueilli par Oriane Guérito. Je grandis en région parisienne et dans mon collège, avec mon groupe de potes, on est un peu dans notre monde. On rencontre les grands du collège qui nous font découvrir un truc qu'ils font, qu'est le graffiti. Moi, ça me branche direct. On passe notre temps en fait à explorer la ville, des friches, des endroits un peu cachés pour graffer, taguer, s'exercer à faire ses dessins à la bombe ou au marqueur. Au lycée, je continue à être vraiment dans ce délire. À la suite du lycée, je rentre en école d'art à Paris et immédiatement, en fait, je rencontre des gars qui sont exactement dans le même délire que moi. Nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment la liberté du support. On considère ça comme une sorte de liberté d'expression. On se pose pas du tout la question du tort qu'on peut faire à un tel ou autre. Au terme de ma licence, je décide de faire une pause dans mes études. Moi, j'ai toujours été attiré par l'Europe de l'Est et encore plus à l'Est, vers l'Asie. Du coup, j'entreprends un projet qui serait de relier l'Europe de l'Est au Japon par voie terrestre, sans prendre l'avion. En septembre 2016, je pars tout seul depuis les pays baltes. Ce voyage, je le considère comme un moyen de mettre en œuvre ma passion. C'est-à-dire que dans chaque ville que je vais traverser, le plus souvent, je vais directement dans le magasin de bombes locales pour rencontrer des graffeurs locaux, pour qu'ils montrent les différents spots qu'ils connaissent. En Russie, je commence du coup dans les deux grandes villes de l'Ouest, à Saint-Pétersbourg et Moscou, où je rencontre des graffeurs locaux. Et là-bas, c'est tout de suite une autre intensité. Les gars que je rencontre, ils rigolent vraiment pas. Eux, c'est un peu comme s'ils avaient rien à perdre. Ils sont vraiment là pour tout cartonner et prendre le maximum de risques possible. Au début, ça me fait pas peur, mais pour la première fois, je sens quand même que je touche des limites qui sont celles de vraiment mettre sa vie en danger ou alors de vraiment se confronter aux personnes qui sont là pour nous interdire ou pour protéger ces lieux. Et pour la première fois, quand même, je me fais des frayeurs, mais pour autant, jamais je me pose la question de la légitimité que j'ai à aller dans ces endroits-là et tout cartonner. J'ai l'impression que finalement rien peut m'arriver et j'ai aucun remords à faire ça. Je continue ensuite en Mongolie, en Chine et je parcours ensuite la Corée du Sud et j'arrive au Japon au tout début de l'année 2017. Je sens quand même qu'il y a une pression sociale plus forte et donc que cette liberté qu'on peut avoir en Europe s'exprime moins dans la rue à travers ce que je recherche moi, qui est vraiment le graffiti. Et c'est vraiment l'aspect illégal qui m'intéresse. J'ai une soif de liberté que je peux assouvir que dans cet aspect illégal et non réglementé. Après un périple au sud du Japon, j'arrive à Osaka début janvier 2017. Et à Osaka, je suis accueilli par une amie que je me suis fait en voyage quelques mois plus tôt. Elle s'appelle Etsuko-san. C'est une femme d'une quarantaine d'années. Elle m'accueille chez elle, dans sa maison, avec son fils. Et Etsuko, c'est vraiment un personnage original. Parmi ses amis, il y a pas mal de gars qui sont vraiment les piliers de la culture reggae, hip-hop, graffiti à Osaka. Je rencontre des gars qui sont vraiment les plus vieux graffeurs de la ville. Je côtoie pas trop ces gens d'habitude, c'est des gens un peu plus vieux que moi. Ils ont un autre regard sur cette pratique.
Dans l'optique d'aller peindre avec eux, je vais dans une grande surface avec, Etsuko pour, acheter des bombes. Et vu que je me suis acheté des super vêtements, en Corée, que j'ai pas envie de bousiller, je m'achète une combinaison de peintre, toute blanche avec, 2 zips, une combinaison intégrale. Le soir même, on rejoint les amis, d'Etsuko. Etsuko, elle habite en dehors de Osaka dans une petite maison. Du coup, je prévois de passer quelques jours à Osaka. Elle me dit: «Bon, bah, tu peux dormir, chez untel, c'est un gars, assez baba cool qui fume tout le temps des joints». Il m'ouvre, son petit appart, il me dit: «Bon, bah, tu peux dormir sur le canapé». Le premier soir à Osaka, après avoir rencontré tous ces gars-là, on passe la soirée ensemble, on picole pas mal et à la fin de la soirée, vers 4 heures du mat, on se sépare, tout le monde part de son côté, sachant que le lendemain matin, on devait tous se retrouver pour faire une peinture au rouleau sur les voies ferrées, du train de banlieue d'Osaka. Et moi, pendant la soirée, j'ai amené, mon petit sac avec moi, avec mes bombes, ma fameuse combinaison, dans l'optique de me faire une session en rentrant le soir à Osaka. C'est ma première nuit dans une grande ville, au Japon. Je suis assez excité par cette idée-là. J'ai pas encore graffé au Japon. Du coup, je me dis: «Je vais me faire ma session». Les gars me déconseillent d'aller peindre tout seul dans la ville. Ils me mettent en garde sur le fait que je suis bien alcoolisé et ils me disent que ça se passe pas vraiment comme ça ici, faut prendre des précautions. Je leur dis que ça fait, 4 mois que je voyage, que je graffe partout où je vais. Je me sens vraiment, invincible et je dis, au gars qui m'héberge: «Tu mets les clés sous le paillasson et je rentre, quand je rentre». J'enfile ma combinaison de peintre et je commence ma session. D'habitude, je prends dans mon sac un carton de 6 bombes, ce qui me permet de faire, 2 graphes. Je erre dans les petites ruelles d'Osaka comme ça, pendant quasiment 2 heures. J'utilise toutes mes bombes et j'arrive sur vraiment une plus grosse artère où il y a un métro aérien, il y a pas mal de passages et avec le dernier, fond de bombe que j'ai, je fais un petit tag sur un rideau de fer d'un magasin fermé. Et je sens que quelqu'un m'attrape par derrière, me ceinture les bras, m'immobilise et me fait tomber au sol. J'essaye de me débattre, j'arrive plus ou moins à me retourner, mais sans vraiment, à me libérer. J'arrive à faire face à mon agresseur, qui est un homme en civil, un japonais lambda. Il y a une femme qui passe, sur ce trottoir, qui voit la scène, qui paraît, assez, choquée, assez paniquée. Et je comprends qu'elle appelle la police. La police arrive, mon agresseur, libère son étreinte. Je me rends compte que le gars qui m'a ceinturé, c'était un policier en civil. Je me fais menotter. Quand je me fais, arrêter, en fait, je suis encore un peu dans mon trip. Je pense que je suis encore bien alcoolisé et je me rends pas compte vraiment de ce qui se passe. Je suis presque un peu dans un trip, bad boy, je fais face aux flics, qui m'arrêtent, qui me tient les menottes. Ils me mettent dans la voiture de police. On traverse toute la ville avec les sirènes à fond. Il faut dire que dans ce voyage-là, il m'est arrivé à peu près la même chose à Saint-Pétersbourg, en Russie, où je me suis fait attraper avec un autre graffeur en train de peindre, un mur d'un bloc, d'une cité, à Saint-Pétersbourg. On s'est fait embarquer par la police, à peu près, comme, ce qui vient de se passer à Osaka et j'avais réussi à m'en tirer en soudoyant les flics, dans le commissariat local avec une vingtaine d'euros. C'est pas aller plus loin. Arrivé au poste, on me fait poireauter pas mal et on me fait comprendre, que je vais être, placé en garde à vue. On me file vaguement, une feuille, photocopiée où il y a des procédures, traduites en français et je lis en diagonale, plusieurs jours de garde à vue. Je lis, vraiment vaguement un délai, maximal de 11 jours renouvelable 2 fois, mais je m'inquiète pas plus que ça. Je pense qu'à une chose, dans ce commissariat, c'est juste pouvoir dormir un peu, me refaire et quand on me dit que je vais être mis en cellule, je me dis: «Bon, bah, je vais attendre que ça passe, je vais juste pioncer, en fait».
Dans ce commissariat, il y a plusieurs étages, c'est vraiment un gros bâtiment administratif. Et un des étages est occupé par une unité de prison de détention préventive. On me transfère de cet étage à un étage inférieur où là, je sens que la procédure est en train de changer. Je passe dans une série de sas, on va me mettre à nu en fait, on va m'enlever mes vêtements, on va me fouiller, on va me donner d'autres vêtements. C'est un uniforme noir qui ressemble un peu à un jogging avec des inscriptions en japonais. En fait, au début, ça me fait marrer, ça ressemble un peu à un survêtement comme ils peuvent avoir dans Dragon Ball, le kimono de Sangoku. À l'arrière, il y a un gros écusson en japonais. En fait, c'est l'idéogramme de la prison. Et devant, il y a un matricule. On m'apprend que désormais, on m'appellera par ce matricule. En japonais, Yongo Ichi. Et ce qui est écrit sur mon uniforme, c'est 4 11 22. Une fois que j'ai passé ces différents sas, je découvre les locaux de la prison. C'est un grand couloir avec d'un côté des cellules qui sont ouvertes sur ce couloir avec des grillages et des portes avec des barreaux. Il y a une vingtaine de cellules, à chaque fois occupées par 3 détenus. Et au fond du couloir, il y a une grille ouverte avec un des gardiens. En fait, c'est ma cellule. Et je découvre une cellule de moins de 10 mètres carrés, très étroite, ça fait 2 mètres 30 de large et c'est profond, ça fait 5 mètres de profondeur. Le sol de la cellule est recouverte de tatami, donc on est pieds nus et il y a aucun meuble. Elle est ouverte par des grillages sur le couloir de distribution d'un côté et de l'autre côté, il y a un autre grillage qui donne sur une coursive technique ou une zone de ronde fermée sur l'extérieur par des sortes de volets métalliques entre lesquels le jour s'infiltre un peu. Il n'y a pas de vitrage. C'est ouvert sur l'extérieur. On entend la rue et il y a de l'air qui passe. Donc je rentre dans cette cellule. Il y a 2 gars qui dorment au fond de la cellule. Il doit être 6 heures du matin. J'ai pas dormi depuis 24 heures. Je prends la couverture, je me mets en boule et je dors. À mon réveil, quelques heures plus tard, je fais connaissance avec mes 2 codétenus, qui sont 2 Japonais. Ils sont assez différents. Il y en a un qui est très grand, il est très fin, assez maigre et il est très beau. Il a des longs cheveux noirs. Il s'appelle Machi, il a une trentaine d'années. Ça a l'air d'être un habitué des lieux. Je me rends compte qu'il est vraiment comme un poisson dans l'eau. Il connaît les gardiens, il connaît les autres détenus. Assez rapidement, on se demande pourquoi on est là et Machi m'explique qu'il est là parce qu'il est dealer de crystal meth et dealer de drogue. La première chose qu'il me dit, il parle quelques mots en anglais, c'est 1000 days. Et ça deviendra un peu notre running joke, ce 1000 days, qui signifie en fait qu'il a été placé en détention provisoire en attente de son procès pour une durée maximale de 1000 jours. Et il est là depuis déjà un bon moment. L'autre codétenu, il est très différent de Machi. Il s'appelle Kageno. Il est beaucoup plus jeune, un peu plus vieux que moi. Il doit avoir 23 ans. Il est tout petit, un peu rond. Et je vois tout de suite qu'il a l'air plus faible psychologiquement. Pour le coup, lui, c'est vraiment la première fois qu'il est là. Mes 2 codétenus, c'est la première présence non hostile que je croise depuis que j'ai été arrêté. C'est la première fois que je rencontre des gens qui sont assez bienveillants avec moi. Le premier jour de mon incarcération, j'ai à peine le temps de faire la connaissance de mes codétenus qu'on m'appelle pour subir un premier interrogatoire. Tout est très réglementé, donc la communication également. C'est-à-dire que toutes les informations passent par le biais des gardiens qui crient la plupart du temps. Il y a une sorte d'alarme, une sorte de bruit un peu métallique qui signale en fait que les sas s'ouvrent pour laisser rentrer quelqu'un ou pour que quelqu'un sorte. À chaque fois qu'on m'appelle, il y a cette alarme suivie de mon matricule qui est hurlé de gardien en gardien. Yongo Ichi, Yongo Ichi. Donc je suis appelé pour cet interrogatoire et je suis transféré de cette prison au poste de police qui est situé un étage au-dessus. Le transfert se passe à travers un sas dans lequel on est menotté. C'est assez impressionnant. On me passe des menottes au poignet qui sont reliées en fait à une ceinture qu'on m'installe. Et la chaîne est assez courte, donc ça restreint vraiment mes mouvements. Dans la salle d'interrogatoire, je rencontre un officier de police accompagné d'un traducteur franco-japonais.
Il m'explique pourquoi je suis là, que j'ai été arrêté en flagrant délit, en train de peindre sur un store. Il m'explique plus ou moins la procédure, que je suis en garde à vue pour une durée de 2 jours et que c'est renouvelable. Et il commence à me questionner, en fait, sur ce que j'ai fait. Ma stratégie, face à la police, ça a toujours été de nier en bloc au maximum, et s'il faut avouer quelque chose, c'est uniquement ce pourquoi on s'est fait, attraper la main dans le sac. Donc je dis, que j'ai juste fait, ce pauvre graffiti sur un store, que si éventuellement, il faut, le compenser, indemniser le propriétaire, je suis prêt à le faire. Moi, je veux juste sortir le plus rapidement possible. Mais je vois bien que pour eux, l'affaire, paraît un peu plus compliquée, que cet inspecteur de police, il est pas là pour rigoler et lui, il est vraiment là pour faire une enquête. Alors il me pose vraiment des dizaines de questions, c'est assez éprouvant, c'est assez stressant parce que je sais pas exactement ce qu'ils savent et justement, moi, je me suis fait arrêter pour un pauvre tag pourri, mais en réalité, ça faisait 2 heures que je cartonnais toutes les ruelles, du centre-ville d'Osaka. La première journée d'interrogatoire, se finit. Dans la prison, on me propose de prendre un avocat commis d'office, qui est une procédure, légale au Japon, et en fait, on m'ouvre un registre de tous les avocats d'Osaka, intégralement écrit en idéogramme japonais, et on me demande de choisir un avocat. Alors là, je choisis complètement au hasard, je mets mon doigt sur un idéogramme, qui me plaît et je dis: «Bon, bah, ça sera mon avocat». Et en fait, assez rapidement, cet avocat, se ramène à la prison et je rencontre cet avocat commis d'office. En fait, le truc, c'est qu'il parle pas un mot d'anglais. Du coup, il est accompagné d'une traductrice. Il est assis au fond de sa chaise, il a pas l'air très concerné, je lui fais pas trop confiance, quoi. J'ai choisi cet avocat parce qu'on m'a dit que c'était gratuit, c'était un avocat commis d'office, mais c'était pas vraiment, quelque chose que j'ai demandé. Donc je me dis: «J'ai pas besoin d'un avocat, j'ai été arrêté pour un pauvre tag, demain je suis libre». Et surtout je me dis: «J'ai pas envie que mes parents soient au courant». Déjà que je leur donne pas beaucoup de nouvelles, de ce que je fais pendant ce voyage. Si je peux éviter que mes parents soient mis au courant par un avocat ou je ne sais qui, je vais me débrouiller tout seul, j'ai pas besoin de ça. D'autant plus que la traductrice, elle m'explique que l'avocat commis d'office, il est gratuit, mais elle, va falloir la payer. Je leur explique que j'ai pas besoin de leur service et je les envoie un peu balader. De retour dans la cellule, je passe ma première nuit en prison. Le premier dîner est servi. Je découvre la nourriture de la prison, qui, à mon grand étonnement, est tout à fait correcte. La nourriture arrive en chariot. Au moment où les portes s'ouvrent et que le chariot arrive, il y a une odeur de nourriture qui se répand dans la prison. C'est vraiment le marqueur temporel de la journée, de la fin ou du début de la journée. Et on nous distribue des petits bento, des petites boîtes en plastique avec plusieurs compartiments, du riz, de la viande, des légumes. Ça pourrait ressembler finalement à ce qu'on pourrait trouver dans un restaurant japonais qui sert des bento. Les boîtes nous sont distribuées dans nos cellules à travers un pass qu'il y a au niveau du sol dans la porte grillagée. C'est un pass qu'on peut ouvrir que de l'extérieur, qui est commandé par les gardiens et qui fait pas mal de bruit. Dès qu'il se passe quelque chose dans cette prison, c'est tout de suite très bruyant. C'est-à-dire qu'il y a déjà cette alarme qui indique tous les allées et venues des détenus, les gardiens qui crient, des bruits métalliques des serrures, des portes, ces sas qui s'ouvrent et qui se referment. Il y a vraiment toute une ambiance sonore qui s'apaise très rarement. Tout ce qui nous est servi est totalement froid. La nourriture est froide et les boissons aussi. On boit exclusivement du thé, qui est fait dans une grosse bouilloire que je peux voir depuis ma cellule et qui ensuite est refroidi sous l'eau froide. Et on peut demander à n'importe quel moment, en fait, aux gardiens qui se promènent dans le couloir de nous servir un verre de thé. Dès le premier soir, j'apprends donc à demander de l'eau. En fait, il suffit de taper sur le grillage de la cellule et de crier «Ukawari kudasai» ou «Moto kudasai». Et quand je crie ça, que ce soit mes codétenus, comme les gardiens ou les autres détenus dans les cellules environnantes, ça fait un petit effet parce que, en fait, je suis le seul Européen et je suis le seul étranger au début dans cette prison.
Et de m'entendre parler japonais, de m'exprimer comme ça en criant aux gardiens, enfin, tout le monde trouve ça marrant. Je pense qu'ils doivent se poser des questions: «Pourquoi je suis là?» En tout cas, ça jacte pas mal. Arrive le temps du coucher, assez tôt, vers 18h30. On mange à 17h. À 18h30, il y a toujours une alarme avec un gardien qui se met en position devant chaque cellule et cellule après cellule, on nous fait sortir, on s'aligne devant la cellule et on est fouillé. Pendant la fouille, 2 autres gardiens rentrent dans la cellule et inspectent méticuleusement la pièce, ce qui est assez rapide à faire dans le sens où c'est une pièce fermée, sans aucun meuble, avec 3 tatamis au sol et au fond une petite cuvette de toilette, séparée par un muret par rapport, à la pièce à vivre. Du coup, les toilettes sont dans la cellule et consistent à une petite cuvette au sol, petite cuvette métallique avec un clapet, qui ressemblerait à ce qu'on appelle ici des toilettes turques. Mais cette fente, elle a une sorte de petit bec d'un côté, dont je connais pas vraiment l'utilité. Et dès le début, avec mes codétenus, on se met d'accord sur le fait que quand il y en a un qui a besoin d'aller aux toilettes, et ben les autres regardent vers l'extérieur ou ils font leur affaire, quoi. Il y a une proximité vraiment forte dans une pièce de 9 mètres carrés quand on a besoin de faire ses besoins. J'appréhendais pas mal ce moment, mais finalement, on vit tous la même chose, donc on se respecte mutuellement. Un jour où je vais faire mes besoins, je sais pas pourquoi, mais Machi, tourne la tête à ce moment-là et me voit en position. Et là, il éclate de rire. Il explique, et je l'entends parler avec, Kageno, après avoir tiré la chasse et une fois que je reviens avec eux, il m'explique en fait, je me tiens à l'envers sur les toilettes et que pour eux, c'est vraiment incongru. Ils sont morts de rire, quoi. Ils font courir, le bruit dans la prison, ils répandent cette histoire et tout le monde se marre, mais c'est plutôt bon enfant. Une fois la fouille, réalisée, on nous dirige de l'autre côté du couloir vers des grands placards où on récupère chacun un futon et un jeu de drap. Dans la cellule, on étend son futon et on dort à même le sol. La première nuit, après cette gueule de bois de la veille, les premiers interrogatoires assez éprouvants, je dors assez bien, en fait. Je me retrouve dans ce lit et c'est le premier élément de confort qu'on m'offre, donc je dors bien. Malgré la lumière qui reste allumée, c'est-à-dire que dans la cellule, il y a 3 néons et à 18h30, ils éteignent 2 néons sur 3. Ce qui signifie qu'on est en mode nuit. Mais on dort quand même avec un néon qui nous éclaire. Et le bruit cesse pas immédiatement. Il y a quand même toujours du bruit qui résonne dans ce couloir, des bruits de pas, des ronflements, des gars qui parlent, des bruits de clés. Enfin, ça cesse jamais vraiment, il y a toujours cette ambiance. La nuit permet pas d'oublier où on est. Le lendemain matin, je suis appelé pour un nouvel interrogatoire. Première mauvaise nouvelle, le traducteur m'explique qu'il y a des plaintes qui sont arrivées au commissariat pour des graffitis qui ont été faits le soir de mon arrestation dans le centre-ville d'Osaka. Il me dit pas exactement combien il y en a, mais en gros, il m'explique qu'ils savent que c'est moi. Il y a tout un panel de caméras dans la ville. Et en plus de ça, je me promenais avec une combinaison de peintre. Du coup, j'étais assez facile à tracer. Là, il y a un jeu vraiment de bluff d'interrogatoire qui commence. C'est-à-dire qu'il me dit jamais ce qu'il a trouvé, le nombre de graffitis, mais il m'explique que je vais devoir retracer exactement mon parcours et dire combien de fois j'ai peint, où se trouvent les graffitis. Et ce que je me dis immédiatement, c'est que je rentrerai pas dans ce jeu et que je vais rien avouer. Si j'avoue vraiment ce que j'ai fait, je vais avoir des soucis. Parce que je vois déjà l'intérêt qu'il porte aux pauvres tags que j'ai fait et on n'a pas encore parlé de graphes, de grosses peintures, de gros aplats de peinture. Et également, ce que m'explique le traducteur, c'est que face à ces nouvelles plaintes, je vais pas pouvoir être remis en liberté et que ma garde à vue qui dure déjà depuis 2 jours va être prolongée et qu'à cette occasion, je vais être présenté à un procureur, un Kenji-san en japonais, et que ce procureur va décider de ma mise en détention provisoire ou de ma mise en liberté sous caution. Et pour aller chez le procureur, il y a une navette, un bus carcéral qui fait la navette entre le commissariat et le palais de justice d'Osaka. Et pour entrer dans ce bus carcéral, il faut épeler en japonais
son nom, son prénom et sa date de naissance à l'entrée du bus. Les policiers qui m'accompagnent, ils sont un peu embêtés, ils essayent de m'expliquer comment faire, mais moi je sais absolument pas parler japonais. Donc ils sont embêtés, ils sont obligés de commander une escorte, une voiture de police et je me retrouve de nouveau dans une voiture de police, menotté, les poignets enchaînés, reliés à une chaîne, accroché à la ceinture, escorté par 2 policiers, dont un qui me tient littéralement en laisse. C'est-à-dire que mes poignets, en plus d'être reliés à ma ceinture, sont reliés à une chaîne que le policier devant moi tient dans ses mains. Au palais de justice, qui est un bâtiment vraiment impressionnant, tout en béton, je rencontre le procureur, qui est accompagné également d'un traducteur. Il me laisse m'expliquer très brièvement, et en fait, il m'explique que, n'ayant pas de domicile fixe au Japon, je vais rester en détention préventive jusqu'à ce que l'affaire soit élucidée, dans le sens jusqu'à ce que je puisse indemniser les personnes qui ont porté plainte. En rentrant au commissariat, je suis révolté en fait par ce système, par cette machine judiciaire ou carcérale. Je ressens pas mal de colère par rapport à cette sanction. J'ai aucun élément sur la durée que je vais passer en détention préventive. J'ai uniquement une date butoir, une durée maximale de 11 jours renouvelable. Étant donné que le procureur m'a indiqué qu'il y avait 2 plaintes, je pense pouvoir m'en tirer assez rapidement et je me mets en tête de faire tout mon possible pour sortir de ce cauchemar le plus rapidement possible. Le 3e jour en prison, je craque un peu parce que j'ai aucune notion de comment je vais réussir à m'en sortir. J'ai absolument aucun contact avec l'extérieur, c'est-à-dire que je ne sais même pas si, dans un premier temps, mes amis d'Osaka ont été mis au courant et dans un second temps, je ne sais pas si ma famille est au courant. Le 3e jour, je suis appelé pour, de nouveaux interrogatoires et je me rends compte qu'il y a toute une enquête qui est mise en place. C'est-à-dire que le policier, sur la table d'interrogatoire, commence à avancer des photos, des tirages argentiques, super pro, et c'est des photos de caméras de surveillance du magasin où j'ai acheté les bombes. Il me sort une photo du gars qui m'héberge, une photo prise chez lui par des policiers et il m'explique qu'ils sont allés chercher mes affaires chez lui. Je me fais pas mal de soucis parce que, étant donné que son appart était rempli de cannabis, de je sais pas exactement ce qu'il faisait chez lui. Oh, la première chose que je me dis, c'est: «Si jamais il tombe à cause de moi, c'est une catastrophe». Donc il a récupéré mes affaires. Dans mes affaires, j'ai une tablette avec des photos de tout mon voyage, plein de graffitis, j'ai des carnets. Je commence à m'inquiéter vraiment. Le traducteur, il prend un peu les devants et pendant un moment où l'officier est en train de retranscrire, l'interrogatoire, il s'adresse à moi en français avec un ton vraiment amical. Il outrepasse ses fonctions et il m'explique que là, ça va pas, que ça sent pas bon pour moi et que je vais pas m'en sortir tout seul. Il va me falloir un avocat et ça va prendre du temps. Je rentre à la cellule après ce 3e jour d'interrogatoire avec une idée en tête, c'est de trouver un avocat. Et je commence à me faire une raison sur le fait de devoir rester un moment dans ces conditions-là. À partir du moment où, en fait, j'accepte l'éventualité que je reste enfermé plus longtemps que prévu, je me mets en tête d'occuper mes journées et j'apprends qu'il y a une liste d'articles qu'on peut acheter dans la prison, dont des carnets, des stylos, de la nourriture et des magazines le dimanche. La première chose que je fais, c'est acheter un carnet et un stylo. Et c'est vraiment une libération de pouvoir écrire, dessiner, raconter ce qui se passe. À partir du moment où j'ouvre ce carnet, ça change complètement mon état d'esprit. Comme tous les éléments de la vie dans cette prison, tout est extrêmement réglementé. C'est-à-dire que ce carnet, on peut en disposer qu'à certaines heures. Une fois que les gardiens nous réveillent, on doit plier notre futon. Et entre ce moment-là et le moment où on a accès au carnet et aux livres de la bibliothèque, eh ben, il y a un petit temps qui se passe. Et c'est vraiment une torture, en fait, d'être en attente de ce petit élément de confort et d'évasion. Donc il y a également une bibliothèque, mais elle est exclusivement en japonais. À part un ouvrage qui est un dictionnaire anglais-japonais. Les mots sont pas classés par ordre alphabétique en anglais. Donc ça m'aide pas totalement pour communiquer avec mes codétenus,
mais quand même un peu, car je feuillette le dictionnaire et c'est en tombant sur des mots au hasard en anglais que j'arrive à les traduire en japonais. Je noue une relation très amicale avec mes codétenus. Malgré le fait que je ne parle pas japonais et qu'ils ne parlent pas anglais, on arrive tout à fait à trouver un terrain d'entente, ne serait-ce qu'avec le vocabulaire que je trouve dans le dictionnaire ou par d'autres moyens, en fait, par des blagues, par des mimes. Et à partir du moment où j'ai le carnet, j'essaye de rythmer les journées entre des temps personnels où vraiment je rédige dans mon carnet ce qui me passe par la tête. Je fais beaucoup de listes. En fait, je fais travailler ma mémoire. Je fais des listes de tous les endroits où je suis allé, de tous les gens que je connais. Je fais des sortes d'arbres généalogiques de ma famille, des différents groupes d'amis. Et en même temps, je prévois des moments plus de cohésion et d'échange avec mes codétenus. Et je mets en place des jeux, une bataille navale. Je dessine des grilles de bataille navale et on joue à ça pendant des heures. J'arrive même à faire un jeu du baccalauréat avec des mots très simples. Et à un moment, j'arrive même à faire un Time's Up. Mais il faut savoir que la première fois en fait que je déchire des pages dans mon carnet pour créer des cartes, les gardiens en voyant ça débarquent directement dans ma cellule et confisquent mon carnet. Et en fait, on m'explique qu'on a interdiction en fait de dégrader des éléments du carnet pour pas qu'on puisse garder des éléments sur nous et transmettre à quelqu'un des informations. Également, je mets en place des séances d'activité physique parce qu'on dort très mal la nuit. Avec Kageno, on dort côte à côte et on se regarde la nuit, on voit bien qu'on dort pas. Donc, je me dis qu'il faut qu'on fasse de l'exercice pour se fatiguer au maximum. On fait des pompes. Au début, j'essaye de courir en rond dans la cellule, mais les gardiens m'expliquent que c'est interdit. Donc, à chaque fois, ces jeux-là, il faut réussir à trouver les limites de ce qui est interdit ou pas. La question de l'hygiène corporelle est assez préoccupante durant les premiers jours, dans le sens où elle est quasiment inexistante. On peut faire sa toilette le matin avec un robinet d'eau glacée. On m'explique que la douche se prend une fois par semaine et que ça tombe le vendredi. Malheureusement, moi j'ai été incarcéré un vendredi, donc j'ai loupé la première douche. Je passe la première semaine sans prendre de douche et arrive le temps de la première douche. Je comprends très rapidement que c'est une douche collective. On est tous en dehors de nos cellules et on fait la queue dans le couloir principal de la prison. Et en se rapprochant de l'espace de douche, je comprends on y accède 2 par 2. Donc j'arrive à me faufiler dans la queue et à faire signe à Kageno. Je lui demande si on peut prendre la douche ensemble parce que je préfère être avec lui qu'avec d'autres détenus. Donc on arrive devant le sas. Un premier sas où on doit se déshabiller. On se déshabille devant les gardiens. C'est très surveillé. L'espace de douche, c'est minuscule. Ça fait 2 mètres carrés. On entre 2 par 2. Il y a une baignoire métallique remplie d'eau et à côté un petit tabouret en plastique. Donc le principe, c'est qu'on rentre, on se lave d'abord le corps sur le petit tabouret et ensuite on se baigne dans le bain. Bon, finalement, la douche se passe bien et c'est plutôt un moment vraiment de confort. Ça dure 10 minutes, ce qui est quand même assez long, où on peut vraiment se baigner entièrement dans cette toute petite baignoire en métal. Au bout d'une semaine de détention, j'apprends que Etsuko, mon amie japonaise, est en contact avec mes parents, que mes parents sont au courant. Dans un premier temps, j'imagine que ma famille est vraiment en colère contre moi et j'ai très honte de ce que je suis en train de leur faire vivre. Et du coup, je me dis, dans un premier temps, ils doivent être tellement en colère qu'ils vont pas vouloir m'aider. Je me suis mis dans la merde et je vais devoir m'en sortir tout seul. Mais quand j'ai cette première information que, en fait, ils sont en train d'engager un avocat, ça change tout. Je reprends espoir, je rencontre cet avocat et il m'explique qu'il va me sortir de là. Mais il m'explique que ça va être plus long que prévu et que même s'il fait le maximum, eh ben, ma période de 10 jours d'emprisonnement va sûrement être renouvelée. Je sais que je suis là pour beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que les 10 premiers jours, vraiment, c'était une torture psychologique parce que chaque matin, j'avais toujours l'espoir de pouvoir sortir le jour même. Je me disais que j'allais être mis en liberté, peut-être que c'est pour aujourd'hui. Et après avoir parlé avec cet avocat, je comprends que c'est foutu pour sortir rapidement. Après être repassé chez le procureur, on m'informe que je reprends 10 jours. Et au-delà de cette période, ça sera la fin de la détention préventive. Et si une solution n'est pas trouvée,
là, je pourrais être envoyé, en fait, dans un centre de travail ou dans une prison, je comprends pas vraiment. Mais maintenant que j'ai un avocat, j'ai espoir que ça avance, un peu plus rapidement. Et donc je commence vraiment à m'organiser et à accepter mon sort, à organiser mon quotidien pour que ça se passe le plus rapidement possible. Cet avocat-là me transmet pour la première fois des nouvelles de ma famille et de mes amis et c'est donc au bout du 10e jour que j'apprends que ma famille est au courant. Il me transmet également des lettres de mes amis qui me font pas mal de blagues, qui expliquent qu'ils ont été mis au courant, qu'ils sont derrière moi, qu'ils pensent à moi. Et là, ça me donne énormément d'espoir parce que jusqu'à maintenant, j'avais aucune nouvelle. À certains moments, je me demandais si même ils étaient au courant. Également, cet avocat me donne des livres. C'est 2 romans, des best-sellers, américains que je dévore et que je lis vraiment plusieurs fois. À la fin, je le connais par cœur et il y en a un que je corne tellement que la couverture se détache. La fameuse interdiction de détériorer, tout morceau de papier fait que, je me fais, confisquer ce livre. Au cours de la deuxième période de 10 jours de détention, j'ai des entretiens réguliers avec, l'avocat que mes parents ont engagé et cet avocat met en œuvre le remboursement des quelques personnes qui ont porté plainte. Les interrogatoires se font de plus en plus courts. Finalement, la police n'a pas trouvé d'autres charges contre moi et au bout du 10e jour, j'ai l'esprit plus libre, dans le sens où j'ai plus qu'à rembourser ce que je dois pour pouvoir sortir. Je me rends compte jour après jour que la machine judiciaire est vraiment très entravante, très rigide. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je sens que la procédure de remboursement et de réparation est en marche, j'ai l'espoir que ça puisse être rapide, mais rapidement, je me rends compte que finalement, tout est très long et je me fais une raison sur la durée justement de ma durée en cellule et je sais que j'irai jusqu'à la date butoir de ces 22 jours de détention. Au bout du 22e jour, alors que on peut presque dire que j'ai fait mes marques, dans cette prison, j'ai mon quotidien, le temps, finalement passe, d'une manière très particulière, mais je m'y suis presque habitué. Au bout du 22e jour, je suis amené devant un juge qui m'explique que les quelques remboursements ou réparations ont été faites, mais qui souhaite tout de même me poursuivre pour dégradation au titre de l'État japonais et que j'encours une amende de plusieurs milliers d'euros et il m'annonce également que si je ne suis pas en mesure de payer cette amende, je serai envoyé dans un centre de travail, pénitentiaire et que cette somme que je dois à l'État japonais sera prélevée au prorata du temps que je passerai dans ce centre de travail. À la lecture de ce verdict, je calcule que cette peine de travail, forcé équivaut à, un peu moins d'une centaine de jours. Finalement, grâce à mon avocat, la somme demandée par le juge est versée rapidement par mes parents et je peux enfin être mis en liberté. Je rentre de l'entretien avec le juge sans réellement savoir comment se passera ma libération. C'est assez rapide. On vient me chercher en fin de journée. On m'explique que je vais être mis en liberté. Donc là, énormément de soulagement, un moment d'émotion également où je dis au revoir à mes codétenus avec qui j'ai passé, 22 jours dans une pièce de 9 mètres carrés. Beaucoup d'émotions envers Machi, qui est vraiment mon référent dans ce lieu-là et de l'émotion également parce que je sais que lui, il est là pour beaucoup plus longtemps, les fameux 1000 days. On se dit adieu, on sait qu'on se reverra sûrement jamais. Je repasse par ce fameux sas dans lequel je suis passé il y a 22 jours et je récupère mes vêtements. Et le fait de retrouver mes vêtements, c'est vraiment ma première sensation de liberté, en fait. Et je repasse par ce couloir, donc devant toutes ces cellules, je dis au revoir, en fait, à tous les détenus que j'ai pu croiser et en plus dans mes vêtements, civils. Donc c'est comme si je consommais pour la première fois ce retour à la liberté. Je passe le sas entre la prison et le commissariat, pour la première fois sans menottes. Le traducteur et l'officier m'attendent. Il me serre la main et il m'explique que c'est fini. Et le traducteur, qui a toujours été très cordial, en fait, très amical avec moi même,
J'ai toujours gardé mes distances parce qu'en fait, la plupart du temps, lorsqu'il me parlait, en fait, c'était pour m'annoncer des mauvaises nouvelles. Et là, il me tend son téléphone, un vieux téléphone à clapet, et je vois, en fait, le numéro de ma mère sur le clavier et il me dit, ça sonne. Vraiment une attention, il se souciait vraiment de moi. Et là, au bout de 22 jours de détention au Japon, à Osaka, j'ai pour la première fois, ma mère au téléphone. La première chose qu'elle me demande, c'est: «Est-ce que tu es en bonne santé? Est-ce que tu as subi des violences? Est-ce que tu as bien mangé?» Je la rassure. Je minimise, immédiatement et je m'excuse. Je demande: «Mais est-ce que vous êtes pas trop en colère? J'ai tellement honte. Merci, vraiment merci de m'avoir sorti de là». J'ai une dette, envers mes parents, à la fois une dette, morale pour vraiment tout le souci que j'ai pu leur apporter et une dette financière qui est quand même considérable, qui s'élève à un peu moins d'une dizaine de milliers d'euros entre, l'amende, les réparations et les frais d'avocat. À la sortie de prison, je passe quelques jours à Osaka, je retrouve, les amis, la bande, Etsuko, mais l'envie de rester au Japon est plus vraiment là. J'ai surtout envie de rentrer à la maison. En rentrant à Paris, les premiers jours et le retour à la vie normale, je me blinde et je mets de côté cette histoire. J'occulte au maximum, ce qui a pu se passer. Bon, bien sûr, je raconte à mes proches. Je suis très reconnaissant, vis-à-vis de mes proches, de mes amis qui étaient là pour moi. Je leur explique. Mais je rentre pas dans le détail. J'essaye de pas me remémorer ces moments-là. C'est un peu une promesse que je m'étais fait justement pendant cette période des 22 jours où je m'étais dit: «Le jour où c'est fini, j'y repenserai plus jamais» et dans ce sens-là, j'ai pas de traumatisme. C'est quelque chose que je mets de côté. Et il me faut un peu de temps pour prendre du recul dessus. Cette période d'incarcération m'a clairement enlevé le goût, pour la peinture, je vois même plus l'intérêt de faire du graffiti. Ça m'intéresse plus, je vois ça comme quelque chose de négatif et je me pose pas mal de questions justement sur ma pratique du voyage, d'être parti dans tous ces pays et d'avoir finalement pas vraiment respecté les codes, d'avoir toujours voulu être, en dehors des limites, de repousser mes limites, des fois de me mettre en danger. Je réalise que finalement, je suis peut-être allé au-delà de ce qui est acceptable, quand on devrait plutôt être dans une posture de découverte et de respect par rapport à la culture dans laquelle on essaye de vivre pour quelque temps. D'un point de vue un peu plus large, je réalise que cette période de ma vie où j'ai 22 ans, en réalité, c'est une sorte de crise d'adolescence qui dure un peu trop et je remets en question, en fait, la relation que j'ai avec mes proches, avec ma famille, finalement avec la société, de toujours vouloir être en opposition, de toujours, vouloir être, au-delà des normes, des limites et j'accepte de pouvoir me construire, autrement que, dans un mode de vie, rebelle. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 241, un témoignage recueilli par Oriane Guérito. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et musicale, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Dérochage, Oriane Guérito. Prise de son et réalisation, Victor Benamou. Musique, Thomas Loupias. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate Audio et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.